À divers endroits, il y a eu des inondations incroyables et aussi des incendies incroyables. Il y a eu des tonnes de différents niveaux d'analyse. Il y a maintenant plus de 150 articles scientifiques évalués par des pairs qui traitent vraiment de la nuance et du détail de toutes les preuves pour cette période. Cela a beaucoup à voir avec l'analyse de choses comme les carottes de glace, où nous pouvons forer dans la glace dans des endroits comme l'Antarctique, le Groenland et la Russie, car chaque année, à mesure que la neige tombe, elle se compresse en glace et contient des données sur des éléments comme les isotopes d'oxygène. Nous pouvons examiner les températures et les particules. Et nous devenons très bons pour forer, extraire ces carottes qui remontent, dans certains cas, à des centaines de milliers d'années. Je voudrais accueillir dans l'émission Ben Van Kerkwijk. Comment ça va, Ben? Merci. Oui, Alex, c'est super d'être ici, mec. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être venu à l'émission, mec. Je suis tellement excité de te parler de l'un de mes sujets préférés, les civilisations anciennes et l'histoire perdue et tout ce que l'archéologie traditionnelle considère souvent comme des balivernes. Mais j'aime toujours vraiment creuser ces questions. Il s'agit de poser ces questions qui, eh bien, vraiment, les pyramides ont-elles été construites par des esclaves? Ça n'a pas beaucoup de sens. Et avons-nous vraiment commencé il y a 6000 ans? Eh bien, il y a ce truc appelé Göbekli Tepe qui est apparu dans les années 1940, pour l'amour de Dieu. Et toutes ces choses changent nos origines, non seulement sur nos origines humaines, mais aussi nos origines spirituelles, d'où nous venons, tout ce genre de choses. Donc, à mes yeux, tu es au même niveau que Graham Hancock et Randall Carlson, et ces gars-là qui mènent le bon combat, prenant les flèches dans le dos, comme on dit, en arrivant par-dessus les collines. Alors, j'apprécie le travail que tu fais, mon frère. Merci beaucoup. J'apprécie. C'est un grand honneur. Écoutez, j'admire énormément ces gars-là. Aussi, ils sont en partie la raison pour laquelle je me suis lancé là-dedans au départ. Mais je pense que vous l'avez bien décrit en termes de beaucoup de cela, c'est vraiment poser des questions. Je pense que l'autre élément de tout ce domaine ou ce voyage de découverte et de compréhension est notre passé, ce que nous avons toujours dit qu'il était. Je pense qu'une grande partie de cela consiste vraiment à embrasser et à être ouvert à beaucoup des nouvelles preuves qui, particulièrement au cours des 20 dernières années, façonnent vraiment et je pense ont un effet et changent la réalité de notre histoire, en particulier les toutes premières parties de notre histoire. Nous avons une assez bonne compréhension des 4000 dernières années en termes de ce qui s'est passé. Le problème est plutôt ce qui s'est passé avant cela. Où ces civilisations anciennes ont-elles commencé? Où ont-elles pris racine? Et que s'est-il passé potentiellement dans les centaines de milliers d'années avant cela? Car il y a eu une quantité énorme de nouvelles preuves provenant de domaines scientifiques adjacents ainsi que de l'archéologie. Vous avez mentionné Göbekli Tepe. C'est un site majeur qui, à mon avis, devrait avoir un impact énorme sur l'histoire de notre passé. Et je veux dire, comme c'est le cas dans de nombreux domaines scientifiques établis, le changement est lent à venir, n'est-ce pas? La nature même de l'établissement est de résister au changement et de maintenir le statu quo. Mais je pense qu'à ce stade, il y a une accumulation de preuves provenant de ces domaines. Nous en savons beaucoup plus sur les cataclysmes, la chronologie humaine, la complexité génétique de la race humaine. Nous découvrons des choses de plus en plus anciennes. Plus nous remontons dans le temps, plus il semble que les objets que nous trouvons sont sophistiqués. Dans de nombreux cas, c'est vrai pour ce que l'on voit en Amérique du Sud, c'est vrai pour ce que l'on voit en Égypte, des choses comme ça. Et je pense vraiment que nous sommes à un point où il est temps de réévaluer ces tout premiers les parties de l'histoire de notre civilisation et de notre race sur cette planète. Maintenant, j'ai parlé à tant de gens dans l'émission de ce grand changement dans la conscience humaine que nous sommes tous, de plus en plus éveillés à ce qui est, juste à ce que nous sommes vraiment, et les informations qui sortent et les questions que les gens posent deviennent de plus en plus larges et de plus en plus ouvertes, là où ils ne l'auraient pas fait il y a 10, 15, 20 ans. Pourquoi croyez-vous maintenant que beaucoup de ces questions, et Graham est vraiment l'un des pionniers de cela, de poser ces questions profondes, mais quand les empreintes des dieux sont sorties, ce qui était quoi? Oui, vers 95 c'est sorti, ça a commencé à
plus de gens ont commencé à poser ces questions profondes. Pourquoi pensez-vous, en général, que les gens deviennent de plus en plus curieux de nos origines? Et deuxièmement, pourquoi commençons-nous à trouver des choses qui n'ont tout simplement aucune explication, les preuves que nous commençons à trouver? On pourrait débattre des pyramides, même si c'est un argument perdu d'avance, mais il y a certaines choses où tu te dis juste, désolé mec, les grottes en Chine, les villes souterraines en Turquie qu'ils découvrent, Göbekli Tepe, toutes ces choses sont trouvées et vraiment analysées à un niveau si profond. Pourquoi penses-tu que cela se produit maintenant? Eh bien, il y a quelques questions en jeu. L'une des raisons, je pense, c'est, et je ressens la même chose, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement de fond. De plus en plus de gens s'intéressent à ces sujets. Une des raisons que je pense, c'est c'est que ce type d'information est beaucoup plus facilement accessible à tout le monde. Moi, je sais maintenant, avec l'essor d'Internet et en particulier des plateformes vidéo et des nouveaux médias, YouTube, des choses comme ça, aident à diffuser beaucoup de ces sujets parce qu'avant, le type de contenu que nous voyons aujourd'hui sur ces plateformes et sa popularité, je veux dire, beaucoup de ces informations existaient déjà. Tous ces concepts et idées sur le fait qu'il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de nouvelles preuves, il y a beaucoup de problèmes avec le récit établi de notre histoire. Ce type de données était contenu dans ces... Vous savez, il fallait vraiment être dans le domaine. Il fallait lire ces gros livres. Ce sont des gars comme Graham et ses prédécesseurs aussi qui ont parlé de ces sujets. Et si vous remontez plus loin, c'est un peu comme la discussion et toutes ces données et les nuances impliquées dans cette discussion étaient vraiment très limitées aux cercles académiques. C'était les universitaires, les égyptologues, c'était eux et leurs pairs qui en discutaient. Il y avait peut-être quelques sociétés et organisations intéressées par les clubs d'explorateurs, mais ce sont des organisations très sélectes et un peu élitistes. Ce n'était pas vraiment une question de sensibilisation du public. Donc, nous avons vu cette transition vers ce nouveau champ médiatique. Nous avons vu l'émergence de certaines de ces idées alternatives et la logique, et je pense les arguments et les cas qu'ils présentent, des gars comme Graham, Robert Bauval, il y en a tellement, John Anthony West, ces personnes qui ont écrit ces livres, et puis c'est traduit ensuite dans les nouveaux médias, et nous avons Internet, et ces idées se répandent. Et je pense, évidemment, elles ont beaucoup de sens, il y a beaucoup de preuves contestantes, et au fur et à mesure que nous avançons, particulièrement au cours des 20 dernières années, nous avons fait ces nouvelles découvertes. Nous avons commencé à appliquer notre technologie moderne à certaines de ces découvertes. Souvent, ce sont les efforts de personnes qui sont bien en dehors de ces domaines. Ce sont des outsiders, ce sont des ingénieurs, ce sont juste des personnes intéressées qui ne sont généralement pas dans ces domaines académiques et qui essaient d'appliquer des techniques modernes pour découvrir la vérité sur certaines de ces nouvelles découvertes. Et c'est très difficile pour cette histoire. Je veux dire, si vous regardez juste le cataclysme, je pense que c'est une énorme pièce du puzzle. Et ce n'est pas quelque chose, c'est vraiment. Au cours des 20 dernières années, nous avons découvert que la Terre a traversé cette période extrêmement catastrophique et cataclysmique, et assez récemment aussi, très récemment, d'un point de vue géologique ou de toute autre échelle de temps en dehors de la façon dont nous mesurons le temps avec nos vies courtes. Mais au cours des 13 000 dernières années, la Terre a traversé ce cataclysme. C'était probablement l'une des pires choses qui lui soit arrivée au cours des derniers millions d'années. Et c'était une période appelée le Dryas récent. Elle a marqué la frontière entre le Pléistocène et l'Holocène, qui est l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vous pouvez le considérer comme la fin de l'ère glaciaire. Et c'était il y a seulement 13 000 ans. Mais il y a eu un événement massif d'extinction de la mégafaune. Cela aurait été un événement mettant fin à la civilisation. Pendant cette période, le niveau de la mer a monté de 400 pieds en très peu de temps. C'était juste un événement catastrophique, probablement causé par une série d'impacts cosmiques et d'explosions aériennes, particulièrement dans l'hémisphère nord, et cela aurait mis fin à la civilisation. Donc, quand vous regardez des événements comme ceux-là qui sont maintenant révélés par la science moderne et les nouvelles sciences, pas en archéologie, mais dans d'autres disciplines, la paléoclimatologie, etc., les carottes de glace, toutes ces différentes sciences contribuent à cette connaissance. Cela devrait avoir un impact énorme sur l'histoire, parce que non seulement il y a eu un événement d'extinction de la mégafaune, où la mégafaune, cela aurait mis fin à toute civilisation présente à cette époque, cela correspond en fait à presque chaque histoire d'origine ancienne, même la nôtre, même nos religions modernes.
et nos histoires d'origine et ces récits qui sont transmis de génération en génération. Et souvent ne sont que des réinterprétations et reimagining de récits plus anciens provenant de civilisations plus anciennes, comme l'histoire du déluge, l'histoire du déluge de Noé. Souvent, les gens savent que cela vient des Sumériens et de l'épopée de Gilgamesh, une histoire de déluge. Mais vous ne pouvez pas regarder une religion culturelle ancienne et leurs histoires d'origine sans trouver cela, juste pour ne pas. Vous trouverez toujours comme une grande histoire de déluge ou une grande histoire de feu, et cette idée que l'humanité a été anéantie par un gigantesque cataclysme, et il y avait des gens qui vivaient avant cela, mais nous avons traversé ce cataclysme et ensuite nous avons été en quelque sorte forcés de recommencer. Et je pense qu'il y a un grain de vérité là-dedans maintenant qui est révélé par beaucoup de cette science moderne. Pour une raison quelconque, à ce stade, cela n'a pas vraiment été reconnu à un grand degré par l'archéologie moderne et les gardiens des tomes des livres d'histoire dans les universités. Mais je pense que ce n'est qu'une question de temps. Mais aussi, lorsque les gens pensent qu'une comète nous a frappés, annonçant la fin d'une civilisation, ce n'était pas le Dryas récent. Encore une fois, selon ma compréhension rudimentaire, c'était un événement énorme qui a décimé une grande partie de l'humanité, mais pas toute. Maintenant, nous avons survécu. Oui, c'est ça. Ce n'est pas comme les dinosaures, Ça, c'est un tueur de planètes. Quoi qu'il leur soit arrivé, à ce moment-là, c'était quoi? J'ai oublié. Combien? Il y a environ 65 millions d'années. C'était une toute autre conversation où ça a vraiment pris le contrôle de la planète et presque tout est mort. Oui, donc vous avez différents degrés d'événements d'extinction. La limite KT est souvent associée aux dinosaures, et c'est celle à laquelle les gens pensent quand ils évoquent les événements d'extinction. Et sans aucun doute, c'était un événement bien plus important que le Dryas récent. Il y a même eu des événements plus massifs dans le passé où l'on parle de 99% de toute vie exterminée sur la planète. C'est tout simplement incroyable. Je veux dire, il ne reste que quelques microbes et bactéries et puis tout doit recommencer. De ce point de vue, c'est déjà arrivé. Et des cafards de New York, et des cafards là-bas. Et des cafards. Bien sûr, oui. Les cafards de New York. Spécifiquement, ces choses-là allaient probablement bien. Elles ont peut-être prospéré dans cet environnement. Mais oui, les drogues plus récentes, écoutez, c'était, comme je l'ai dit, probablement la pire chose qui soit arrivée à la planète au cours des 2 à 5 derniers millions d'années. C'était un grand événement. Et si vous regardez ce qui s'est passé, je veux dire, cela a essentiellement anéanti la moitié de la mégafaune qui était là à l'époque. Donc, je pense que beaucoup de gens ne sont pas conscients de ces événements d'extinction, mais les gens connaissent généralement des choses comme les mammouths et les tigres à dents de sabre et l'américain. Ours géant. L'ours à face courte. Il y avait l'ours des cavernes américains, le lion américain. Il y avait des tatous de la taille de Volkswagen. Il y avait le paresseux géant qui était presque de la taille d'un éléphant. Ce sont tous des animaux qui existaient en Amérique du Nord, essentiellement de 2,5 millions d'années jusqu'à environ 13 000, 12 000 ans, et ils ont tous disparu. Et si vous regardez le total des extinctions des espèces qui ont disparu en cette courte période de temps, c'est à peu près la moitié de la mégafaune, la mégafaune étant tout ce qui fait, je pense, plus de 40 de poids corporel, y compris nous, je suppose, certainement moi, qui est décrit comme mégafaune. Donc, la moitié de ces espèces qui existaient ont disparu en une période de temps assez courte, y compris quelques espèces d'oiseaux. Et bien sûr, l'explication courante pour cela est une sorte de chose absurde liée à la surchasse par les humains. Et c'est vraiment absurde. Si vous regardez l'Amérique du Sud, par exemple, ils ont perdu quelque chose comme 85% de leur mégafaune. L'Amérique du Nord a un chiffre similaire. Comme c'est un nombre énorme d'espèces qui ont disparu en très peu de temps. Donc, c'était un événement catastrophique. Il y a eu des inondations incroyables et aussi des incendies incroyables à divers endroits. Il y a eu des tonnes de différents niveaux d'analyse. Il y a maintenant plus de 150 articles scientifiques évalués par des pairs qui traitent vraiment de la nuance et du détail de toutes les preuves pour cette période. Cela a beaucoup à voir avec l'analyse de choses comme les carottes de glace, où nous pouvons forer dans la glace dans des endroits comme l'Antarctique, le Groenland et la Russie, car chaque année, lorsque la neige tombe, elle se compresse en glace et contient des données sur des éléments comme les isotopes d'oxygène. Nous pouvons examiner les températures et les particules et nous devenons très bons pour forer, extraire ces carottes qui remontent dans certains cas à des centaines de milliers d'années et nous pouvons presque regarder couche par couche ce que les conditions étaient. Que s'est-il passé? Comme les cernes d'arbres. Exactement, oui.
En fait, les cernes des arbres en sont un autre. Nous n'avons pas vraiment de cernes d'arbres remontant à 13 000 ans, mais les cernes des arbres nous ont révélé des choses intéressantes sur le climat. Dans l'histoire également, le CO2, des choses comme ça. Mais si vous descendez, donc l'une des choses intéressantes qui se sont produites, ce n'est pas seulement ces inondations massives, parce que ce qui s'est probablement passé pendant cette période, les niveaux de la mer ont monté de 100 à 130 mètres en peu de temps. Et c'est associé à ces énormes pulsations, ces pulsations de fonte. Et bien sûr, c'est toute la glace qui était sur, en particulier l'hémisphère nord, qui a fondu très rapidement et a ensuite trouvé son chemin vers l'océan. Et c'est le déclencheur. Donc, vous avez ces impacts et ces explosions aériennes qui vont probablement dans la glace, ces calottes glaciaires, les systèmes glaciaires laurentidiens et cordillériens qui couvraient pratiquement la majeure partie de l'Amérique du Nord, ainsi que le glacier européen. Et ces choses fondent rapidement. Inondations énormes. Vous avez aussi juste ces explosions aériennes et impacts. Ce sont des événements bien plus puissants que même les volcans géants. Ils provoqueraient presque un environnement de type hiver nucléaire sur la planète. Et en fait, nous voyons cela avec l'analyse des températures. Il y a une période d'environ 1900 ans, de 12 800 ans à environ 11 600 ans, où la température chute. Elle chute de manière dramatique et rapide jusqu'aux profondeurs des parties les plus froides d'une ère glaciaire, et elle y reste pendant environ cette période de 800 ans, puis elle en est brusquement sortie. Donc, la pensée moderne est qu'il y a eu deux événements. Il y a eu un événement qui a précipité cela au début, il y a 11 800 ou 900 ans, puis quelque chose vers 11 600 ans, ce qui est particulièrement intéressant car c'est la date qui coïncide exactement avec le récit de Platon sur la submersion de l'Atlantide. C'est une corrélation vraiment intéressante avec cette date. Mais écoutez, ce n'est pas juste des inondations. Je veux dire, une partie de cette analyse des carottes de glace montre aussi qu'à un moment donné, environ 9% de la biomasse mondiale était en feu, ce qui est un chiffre astronomique. Le CO2 aussi qui augmente. Eh bien, ça déborde. Oui, c'est énorme. Je veux dire, regarde. C'est ce qu'on appellerait un vrai changement climatique, comme ces événements qui se sont produits il y a 13-14 000 ans. C'est un vrai changement climatique. C'est un changement climatique rapide, catastrophique et rapide. Ce n'est pas un événement incontrôlable. La Terre est très résiliente à ces changements, mais c'est assez dur pour la vie, ce qui se passe. La vie ne s'éteint pas immédiatement parce qu'elle est comme sous le choc. Il y a des preuves de cela aussi. C'est vraiment intéressant, en fait, ces différents endroits où les mammouths et les tigres à dents de sabre et les arbres, et tout est comme mélangé ensemble, où vous avez comme des os de hanches de mammouth près de leur tête. Je veux dire, c'est juste, on peut dire que ces choses, si ça ont été frappées par une onde de choc. Mais ce qui se passe finalement, c'est que vous avez ce changement climatique dramatique et rapide qui affecte l'environnement dans lequel vit la mégafaune. Et bien sûr, c'est ce qui cause cette extinction. C'est ce changement rapide de leur environnement et de leurs sources de nourriture qui disparaissent et ils s'éteignent en peu de temps. Et nous avons vu le résultat de cela. Comme la Sibérie, par exemple, était pendant ce qu'on appellerait le Pléistocène, beaucoup plus chaude qu'elle ne l'est maintenant. Comme la Sibérie est cette toundra, ce désert froid, comme presque ce paysage gelé. Mais nous avons des exemples de mégafaunes et des mammouths et mastodontes qui y vivaient, qui montrent que leur régime alimentaire était composé de grandes plantes et un endroit vert. Le climat était très différent pendant le Pléistocène, généralement plus froid dans l'ensemble, mais les zones climatiques sur la planète étaient très différentes, et celles-ci ont changé rapidement en raison du jeune Dryas. Et ne trouve-t-il pas maintenant des os et des animaux qui étaient congelés et qui sont maintenant décongelés à cause du changement climatique actuel, et ils les trouvent avec de la nourriture dans la bouche et de la nourriture dans l'estomac. Donc c'était comme un scénario rapide. Ils ont gelé. Presque une congélation éclair à certains endroits, c'est sûr. Oui, à certains endroits. C'est vraiment intéressant. Comme il y a les gars en Alaska, il y avait un truc vraiment intéressant. J'oublie son nom. John, quelqu'un est allé dans l'émission de Rogan. En fait, j'ai eu un contact partiel avec lui. Il connaît Randall Carlson. Je connais Randall Carlson. On a parlé de se rencontrer pour ça. Ces gars, ils trouvaient littéralement juste partout ces restes et squelettes de mammouths congelés instantanément où tu as littéralement de la viande. Je pense que le gars a vraiment mangé de la viande de mammouth. Genre, elle a été congelée pendant 12 000 ans et ils l'ont cuisinée et mangée.
À un moment donné, je me suis dit, waouh, c'est audacieux. J'allais dire que ce n'est pas la situation la plus intelligente. Non, c'est ce que tu fais, je suppose, en Alaska. Mais oui, il y a des exemples où vous avez de la chair, vous avez ces animaux presque intacts, comme des bébés mammouths avec de la nourriture dans leur estomac, et même de la nourriture dans leur bouche. Donc, ils ont été tués rapidement et congelés rapidement aussi. Donc, il doit y avoir des scénarios et des résultats de cela, des événements catastrophiques où un vortex polaire massif peut se produire. Je ne suis pas très familier avec ça. Évidemment, ce n'est pas partout, mais certainement à certains endroits à cause de cela. Nous n'avons rien dans notre. Même les films qui essaient de simuler ces choses ne leur rendent pas vraiment justice. Vous pouvez en avoir une idée en regardant des choses comme les inondations et ce qui s'est passé. Si vous allez un jour dans l'est de l'État de Washington, il y a une zone appelée les Channeled Skyblonds. Et c'est probablement l'un des environnements les plus spectaculaires que vous verrez jamais, car c'est littéralement là où le sol et la terre ont été déchirés, car c'était le chemin que prenaient ces eaux de crue. Et on parle de volume d'eau, comme 9 miles cubes d'eau par minute, traversant certains de ces environnements. Pour le dire ainsi, c'est environ 100 fois le volume de tous les fleuves de la Terre qui coulent actuellement. Comme toute l'eau qui coule sur Terre en ce moment, vous parlez de 100 fois ce volume-là, au débit maximal de certaines de ces inondations. Et donc, en quelques semaines, essentiellement, certains de ces événements ont creusé ces canyons qui font des kilomètres de large et ils font environ 300 mètres de profondeur et ils arrachent dans ce basalte et forment ces énormes cicatrices sur le paysage et aujourd'hui, nous les traversons en voiture. Ils ont ces petits lacs et tout. C'est une zone de loisirs, des terrains de golf, un environnement super spectaculaire. Mais quand vous le regardez dans le contexte de comment cela s'est formé et quand cela s'est formé et à quelle vitesse cela s'est produit, vous restez bouche bée comme c'est autre chose. C'était catastrophique et nous n'avons jamais rien vécu de tel, certainement pas dans notre mémoire moderne. Alors, avec les sites qui sont découverts maintenant, à votre avis, y avait-il des sites archéologiques que nous actuellement, lors de nos fouilles, avons-nous trouvé des vestiges antérieurs au Drias récent? Bien sûr, oui, je veux dire, je pense que ce qui se passe en Turquie en ce moment, Göbekli Tepe, est probablement le meilleur exemple, en ce sens que certains de ces sites remontent à la période du Drias récent. Littéralement, la datation au carbone en place ces sites en place pendant la période du Drias récent. Et en fait, Karahan Tepe et certains des autres sites découverts en Turquie sont en réalité plus anciens que Göbekli Tepe. Ce qui est intéressant à propos de Göbekli Tepe aussi, c'est, et en fait, je peux faire un clin d'œil au podcast des Frères du Serpent, de bons amis à moi. Ils viennent de publier une excellente vidéo sur YouTube à propos de Göbekli Tepe qui entre dans les détails de la façon dont ils ont fait la datation là-bas, parce que les gens savent en quelque sorte que, oh oui, Göbekli Tepe est daté au carbone et à peu près établi autour de il y a 11 000 ans, de 9 000 à 10 000 avec JNC. Ce qui est intéressant avec la datation là-bas, c'est que cette datation provient de matériaux qui se trouvent dans ces murs grossiers autour de ces formes classiques hantées, ces grands mégalithes. Et si vous regardez le site, ce qui semble s'y être passé, c'est que ces murs ont été construits pour réparer ce site. Ces murs ont été faits parce qu'ils englobent certains de ces piliers hantés. Ils couvrent en fait des caractéristiques des piliers hantés. C'est presque comme s'ils restauraient et protégeaient quelque chose qui était là auparavant. Et tout le matériel de datation et les dates, ils proviennent de ce mur de pierre qui était construit autour de ces enceintes. Et c'est un style totalement différent, des piliers en T et du travail mégalithique. Je pense que c'est un bon indicateur que c'était probablement une période ultérieure d'occupation et de construction qui a eu lieu là-bas, ce qui vous dit que ces piliers en T et ces enceintes originales et le travail plus sophistiqué, les choses comme les mégalithes de 20 pieds de haut et certains pesant 20 ou 30 tonnes, ont été faits à une époque inconnue avant cela et sont probablement tombés en ruine et s'étaient effondrés. Et puis, pendant le Drias récent, vous aviez un groupe primitif de personnes, des néolithiques, ou je suppose à ce moment-là, c'était paléolithique ou même mésolithique, qui sont venus là et ont restauré ces sites et y ont travaillé et ont fait quelque chose. Et c'est de là que viennent les datations. Et en fait, cette preuve est corroborée par le fait que dans certains de ces murs qui sont construits autour de ces piliers hantés, vous avez en fait des morceaux cassés de piliers hantés utilisés comme blocs dans le mur. Donc, c'est comme si ces piliers hantés étaient déjà cassés, ils s'étaient effondrés et dégradés.
Et puis, comme ils ne pouvaient pas le remettre ensemble, ils ont pris ce bloc de pierre, ils l'ont mis dans le mur quand ils ont construit le. Oui, les gens pensent. Et c'est un site ancien, mais il semble qu'il pourrait être bien plus ancien que cela. Nous ne savons vraiment pas. Je pense que c'est un cas similaire pour des endroits comme l'Égypte. Je crois vraiment que certains de ces endroits que nous attribuons aujourd'hui à la civilisation égyptienne dynastique, des endroits comme, vous savez, d'Achur, je pense qu'il y a de très bonnes chances que des éléments de cette infrastructure existaient pendant le Dryas récent, sinon avant, et qu'ils ont ensuite été occupés et réutilisés et intégrés dans la culture égyptienne dynastique telle que nous la connaissons. Pensez-vous que les pyramides elles-mêmes, il semble qu'il y ait eu une sorte de pillage, disons, des grandes pyramides, d'étroits, d'éléments, pour construire d'autres choses au fil de l'histoire. Mais, pour être honnête, si vous tombez sur cet objet et que vous êtes primitif, il y a peu de choses que vous pouvez faire. Vous ne pouvez ni les déplacer, ni les soulever, ni les travailler. C'est pourquoi ils restent dans cet état massif. Ces blocs, quelle taille font-ils exactement, vous demandez-vous peut-être? Eh bien, je veux dire 2 millions d'entre eux. Il y a certainement des blocs de matériaux plus grands. Si vous prenez la Grande Pyramide, par exemple, il y a quelque chose comme 6 millions de tonnes de calcaire là-dedans et 2,5 millions à 3 millions de blocs. Donc, la taille moyenne des blocs est d'environ 2 à 3 tonnes. Quelque chose comme ça. Ce qui est beaucoup. Oui, je veux dire, c'est beaucoup. Mais il y a évidemment des pierres beaucoup plus grandes. Vous avez des pierres de granit d'une seule pièce de 70, 80 tonnes et des dizaines d'entre elles qui composent la structure centrale en granit à l'intérieur de la pyramide. Et cela, il faut le mesurer. C'est aussi à environ 150 pieds au-dessus du sol. Il y a des dizaines de ces énormes pierres de granit et poutres. 70, 80 tonnes chacune. Vous avez des dalles de fondation autour. Souvent dit-on, j'adore emmener des gens à Gizeh parce que les gens y vont et ils regardent la pyramide. Mais l'un des éléments les plus intéressants est en fait de regarder ce sur quoi vous vous tenez, car ce n'est pas juste du substrat rocheux, il y a eu des travaux de préparation sur le substrat rocheux, et il y a en fait des dalles de fondation verrouillées ensemble et ancrées dans le substrat rocheux dans ce puzzle géométrique en 3D, presque, qui est parfaitement ajusté. Et certaines de ces pierres, on parle de plus de 200 tonnes. Des pierres d'un seul bloc qui ont été mises là et façonnées et placées avec une extrême précision. En fait, je travaille actuellement sur une vidéo à propos de ce que je pense être probablement la plus grande pierre d'un seul bloc, que nous avons trouvée récemment à Gizeh. Elle pèse environ 450 tonnes. C'est un peu fou de penser que quelqu'un a déplacé ces choses-là. Mais oui. Les pyramides ont été pillées et utilisées comme carrières de pierre pendant littéralement des milliers d'années. C'est une activité qui a commencé, pour autant que nous le sachions, au milieu, un nouveau royaume de la civilisation égyptienne antique elle-même. Donc, on parle d'environ 2500 AVs JC. Ils prenaient déjà de la pierre de ces monuments. Et c'est une activité qui a continué, jusqu'à environ, probablement seulement 60-70 ans. Pas même il y a si longtemps. Je veux dire, c'est bien documenté par des gars comme Flinders Petrie, qui a visité ces sites à la fin des années 1800, début des années 1900, qu'il y avait des caravanes de chameaux transportant des pierres quittant ces sites chaque jour, ce qui devrait vous dire quelque chose, car c'est à quel point ils sont massifs et gigantesques. C'est que les gens ont pris des pierres et utilisé ces monuments comme carrière pendant littéralement des milliers d'années. Et enlever quelque chose et le détruire est beaucoup plus facile que de le construire. Mais l'affirmation est que vous pourriez construire la Grande Pyramide en 25 ans, avec rien de plus que la technologie de l'âge du bronze, la force humaine, des cordes et des traîneaux, et c'est absolument absurde d'un point de vue logistique. C'est l'un des plus gros problèmes que j'ai avec, je suppose, l'histoire orthodoxe de l'Égypte dynastique. C'est qu'ils disent non seulement que vous pourriez construire cette chose en si peu de temps, ce qui, si vous prenez 25 ans comme exemple, et le nombre de pierres dans la Grande Pyramide, cela équivaut à une pierre étant extraite, transportée, finie, amenée sur le site, mise en place et parfaitement ajustée. Toutes les 5 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 25 ans, c'est ce qu'il faudrait pour terminer. Parfaitement. Précision parfaite. Oui, je veux dire, oui et non. Il y a du mortier. La superstructure de la pyramide n'est pas aussi précise que, disons, la fondation. Ce n'est certainement pas aussi précis que le travail interne. Mais ce chiffre de 5 minutes ne prend pas en compte la planification, il ne prend pas en compte le travail de fondation, il ne prend pas en compte tout le nivellement et les tuiles qui y sont intégrées. Cela ne prend pas en compte la sophistication des espaces intérieurs, le creusement des tunnels.
C'est complètement absurde. Et non seulement cela, il faut aussi se rappeler que ce sont censément parmi les toutes premières pyramides jamais construites. C'est comme si nous avions commencé avec la navette spatiale et que nous étions revenus en arrière à la charrette tirée par des chevaux parce que on ne commence pas avec un produit massif, parfait, technologiquement sophistiqué, pour ensuite régresser, ce qui semble être le cas dans la chronologie orthodoxe de la construction des pyramides. Parce que les Égyptiens, nous connaissons tous Gizeh et la Grande Pyramide, et les 2 ou 3 autres pyramides qui s'y trouvent. Mais au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, au Moyen Empire, ils ont continué à construire des pyramides, mais elles étaient beaucoup moins sophistiquées. Elles étaient faites que de briques de boue, et elles étaient beaucoup plus petites. Et il y en a encore certaines que vous pouvez voir aujourd'hui, mais elles s'érodent lentement, parce que la brique de boue s'érode, alors que ces monuments de pierre géants sont éternels. Mais ce sont censément les premières que nous avons construites. Bien sûr, il y a une précision infinie à ce sujet. Lorsqu'on observe comment ces éléments sont alignés au nord vrai, on constate que c'est l'un des bâtiments les plus précisément alignés et disposés que nous ayons jamais construit. En effet, nous n'avons même pas égalé cela, je pense, avant la fin des années 1800. Nous pouvions en fait construire quelque chose d'aussi précis que la pyramide. Elle encode toutes ces données. C'est essentiellement une maquette à l'échelle de l'hémisphère nord de la planète, à un ratio 2. Je pense que je vais me tromper. C'est 43 200. Donc, si vous prenez la hauteur de la pyramide et que vous la multipliez par 43 200, vous obtenez le rayon polaire de la Terre. Donc, du centre de la Terre au pôle Nord, si vous prenez la longueur du périmètre de la Grande Pyramide et que vous la multipliez par 43 200, vous obtenez la circonférence équatoriale de la planète. Elle encode la forme de la planète, le fait qu'elle soit un sphéroïde oblate. Donc par là, je veux dire que la planète Terre n'est pas une sphère, n'est-ce pas? C'est un peu plus large d'est en ouest que du nord au sud, à cause de la rotation. Donc c'est un peu ovoïde. Eh bien, c'est juste légèrement plat sur le dessus, un peu plus large autour du milieu. Et cette différence, cela se traduit par un rapport de différence entre la latitude et la longitude. Donc, si vous tracez cette ligne de grille sur la carte et que vous descendez et regardez, par exemple, à l'équateur, j'ai un carré de grille de n'importe quoi, 1 degré ou 1 minute de latitude et de longitude, c'est légèrement plus long d'est en ouest que du nord au sud. Ce n'est pas un carré, c'est un rectangle. Donc, ce rapport entre la latitude et la longitude est également exactement reproduit ou très précisément reproduit dans la Grande Pyramide. Elle repose sur quelque chose appelé un socle, qui est cette plateforme d'une coudée de large et de haut, presque. Donc, c'est comme cette petite corniche sur laquelle elle repose et qui dépasse. Et cela vous donne 2 façons de mesurer. La longueur du périmètre, n'est-ce pas? Vous pouvez mesurer la longueur du périmètre de la pyramide réelle ou la longueur du périmètre de la corniche. Et si vous comparez le ratio de ces 2 longueurs entre la corniche et la pyramide, les longueurs des périmètres, c'est exactement le même ratio que la latitude à la longitude sur la planète. C'est dingue. Alors, quand l'archéologie traditionnelle est confrontée à ces faits, que disent-ils? Oups. Eh bien, la réponse est que c'est une coïncidence. C'est généralement la réponse que vous obtenez. Et je pense que ces choses s'accumulent encore et encore. Il y a beaucoup plus de choses dont vous pourriez parler en ce qui concerne la précision et les aspects de la Grande Pyramide. Et je pense que toutes ces choses, il n'en faut pas beaucoup pour dire, d'accord, ce n'est pas une coïncidence. Il y a évidemment plus de données ici. Je pense que c'est l'une des grandes contradictions. Malheureusement, cela n'est pas vraiment abordé. Je pense qu'il y a une autre explication pour cela. Et je respecte les Égyptiens dynastiques. Ils ont fait un travail formidable. Je veux dire, c'était une civilisation extrêmement capable. Ils ont duré 3000 ans. C'était incroyable. Probablement l'une des plus grandes civilisations à avoir jamais existé sur la planète. Mais ils n'étaient tout simplement pas capables et n'avaient pas les connaissances nécessaires pour réaliser certaines des choses que nous leur attribuons. Malgré toutes leurs capacités, nous savons que, particulièrement pendant la période de l'Ancien Empire, les périodes antérieures, je veux dire, ils étaient une culture de l'âge du bronze relativement primitive. Pas d'utilisation de la roue. Pas de métaux autres que le bronze, littéralement du bronze, et du cuivre. Pas d'acier, pas de fer, pas de lepson sans utilisation de la roue. Il n'y a pas de poulie, pas de multiplicateur de force, pas d'outils avancés, pas de tour de potier, pas de tour à bois, rien du tout. Mais nous avons ces artefacts et cette architecture incroyable de cette période qui montrent toute cette sophistication et toutes ces données encodées. Et personne n'a jamais démontré qu'on pouvait réellement reproduire ces choses avec ces méthodes de construction très primitives. Nous n'avons pas non plus de preuves que les Égyptiens possédaient réellement les données qui semblent être encodées dans ces artefacts. Donc, il vous reste, je pense, 2 options, et
Vous pourriez passer des heures à parler de tout cela, du poids des preuves qui le suggèrent. Mais je pense qu'en fin de compte, il vous reste deux options. La première est, nous devons réévaluer radicalement ce que nous pensons que les Égyptiens dynastiques étaient capables de faire. Je pense que c'est de loin l'option la moins probable. Il n'y a aucune preuve qu'ils avaient des outils avancés, qu'ils avaient des connaissances avancées. Nous savons ce qu'ils savaient, ils ont écrit ce qu'ils faisaient, ils ont dessiné des scènes sur les murs montrant comment ils faisaient les choses, et nous avons trouvé leurs outils qui sont très primitifs. L'autre option, je pense, celle que les preuves soutiennent le mieux, et je pense que toutes les preuves adjacentes, cataclysmes, chronologie génétique, à que le chemin de la civilisation est beaucoup plus long. Il y a juste plus de hauts et de bas, plus de cataclysmes, et qu'à un moment donné dans le passé, il y avait une civilisation beaucoup plus avancée qui existait, qui est probablement responsable de ses connaissances, qui a probablement commencé ses projets, même si elle ne les a pas terminés, et qui a probablement fabriqué beaucoup des choses que les Égyptiens ont ensuite héritées et intégrées dans leur propre culture sur une période de milliers d'années. Et cette civilisation d'origine, cette civilisation progénitrice, était probablement une civilisation qui s'étendait à travers le globe, qui était très capable, car nous en voyons des preuves en Turquie, au Liban, en Amérique du Sud, à Pâques, en Irlande, potentiellement en Chine. Partout dans le monde, vous avez ces styles similaires de construction mégalithique. Vous avez une culture de construction de pyramides. Vous avez les travaux de personnes comme Georgia von Deschamps et Desantilla, qui ont écrit Hamlet's Mill, qui montrent qu'il y a des connaissances astronomiques encodées dans toutes ces cultures à travers le monde, qui reflètent un ensemble de connaissances que ces cultures n'avaient pas. Mais cela vous montre des choses comme la précession des équinoxes et les mouvements sophistiqués des cieux. Et tout cela pointe vers l'idée qu'il y avait peut-être une culture précurseur qui aurait pu être responsable de cet ensemble initial de connaissances qui s'est ensuite diffusé à travers le temps et l'espace et se retrouve dans toutes ces autres cultures. Il y a tellement de preuves pour cela, je pense. Et bien sûr, l'histoire de l'Atlantide avec Platon, des choses comme ça. Donc je pense que c'est le scénario bien plus probable. Je pense que c'est celui que les preuves soutiennent le mieux. Et c'est une bataille pour essayer de faire en sorte que la communauté académique traditionnelle regarde le passé avec un peu plus d'ouverture d'esprit. Car je pense que si nous faisions cela, et que nous examinions ces sites et analysions ces artefacts en utilisant notre propre technologie, nous pourrions probablement apprendre quelque chose. Nous ouvririons probablement ces portes, nous en apprendrions beaucoup plus sur nos origines et l'histoire de la civilisation. Êtes-vous d'avis que quand vous commencez à entendre le mot « Oh, il y avait une civilisation avancée dans le passé », tout d'abord, l'ego de l'homme actuel ou de l'humain actuel ne le permet pas, parce que c'est la seule chose sur laquelle je pense que vous seriez d'accord avec moi. À chaque moment de l'histoire, l'homme a toujours pensé qu'il avait tout compris. Chaque année qui passe, ils disent juste « Non, c'est Zeus, c'est comme ça. C'est le dieu Ra, toutes ces choses-là. » Donc, je pense que c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas le comprendre. Mais aussi, je pense que nous regardons le passé à travers le prisme de notre technologie d'aujourd'hui. Mais les civilisations anciennes dont vous parlez, qui pourraient être plus avancées, elles pourraient l'avoir été de manière que nous ne pouvons pas vraiment comprendre, parce que c'est un type de technologie différent de celui que nous utilisons actuellement. Oui, absolument. En réalité, c'est un sujet dont je parle assez fréquemment. C'est un concept difficile à saisir si vous n'y avez pas beaucoup réfléchi auparavant, mais je pense que c'est exactement ça. Je pense que tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder les 30 ou 40 dernières années de notre propre progression technologique, l'essor d'Internet, l'essor des appareils, et de penser, d'accord, donc, si vous remontez dans le temps, vous n'avez qu'à remonter de 30 ou 40 ans à notre vie. Dans notre vie, oui, dans notre vie, pour que les gens n'aient aucune idée de ce qu'est un téléphone portable, un smartphone moderne, Internet, écran tactile, Internet, tout ça, ce sont des concepts nouveaux. J'aime l'illustrer en disant, oui, vous n'avez pas besoin de remonter à l'âge des cavernes, mais disons que vous ramenez cela à l'époque néolithique ou aux hommes des cavernes, sans parler de l'ère victorienne ou même d'il y a 100 ans, et vous montrez ce téléphone à quelqu'un. Ils vont le regarder et dire, eh bien, c'est comme un morceau de verre brillant ou quelque chose qui se casse. Si vous le cassez, il s'éteint, comme s'il ne faisait rien. Vous n'avez aucun contexte pour comprendre ce que c'est. Mais oui, on sait comment ça marche. Vous et moi ne pourrions pas en construire un. Mais nous savons comment ça marche. Nous savons grâce à notre contexte. Nous savons ce qu'est le réseau sans fil. Nous savons ce qu'est un écran tactile. Nous savons ce que sont les caméras et Internet et toutes ces choses dont vous avez besoin pour mettre cela en contexte et comprendre ce que c'est.
Et à bien des égards, je pense que lorsque nous regardons la sophistication potentielle de certains de ces sites, nous sommes dans la même position que quelqu'un de l'ère victorienne regardant un téléphone portable. Nous n'avons pas le contexte pour le comprendre pleinement car il pourrait bien y avoir des parties de la science ou des technologies impliquées dans la façon dont ils ont été fabriqués ou ce qu'ils faisaient que nous ne comprenons pas encore. Et comme vous l'avez dit, même si nous pensons avoir tout compris, nous savons que nous en saurons plus dans 10 ans. Nous allons explorer les frontières de la science et en apprendre davantage sur la nature fondamentale de la réalité et de la technologie et les principes de l'univers dans 20 ans, 100 ans, 1000 ans. Donc, cela signifie qu'il y a probablement d'énormes domaines de technologie et de science qui sont actuellement en dehors de notre propre perspective. Et c'est très tentant, et beaucoup de gens le font généralement. Ils regardent le passé, comme vous l'avez dit, à travers le prisme de notre compréhension actuelle de la technologie. Donc, c'est comme si tout, dans le passé, nous étions l'homme le plus supérieur qui ait jamais, version de l'homme qui ait jamais existé, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, tout dans le passé doit être juste un sous-ensemble de ce que nous savons, et tout est explicable. Et cela ne peut être explicable que dans le contexte de ce que nous savons. Et je ne pense tout simplement pas que ce soit la meilleure façon de voir les choses. Je pense que nous devons être beaucoup plus ouverts d'esprit sur les possibilités de ce qui se passait dans le passé et envisager la possibilité que certaines de ces réponses puissent se trouver en dehors de notre perspective actuelle et de notre ensemble de connaissances actuelles. Et c'est pourquoi je pense aussi que si nous les investiguons réellement avec cette possibilité en tête et si nous nous appliquons et appliquons notre technologie, nous pourrions réellement apprendre quelque chose. Et nous commençons à le voir avec certains des travaux qui ont eu lieu cette année, auxquels j'ai participé dans cette analyse approfondie de ces vases en granit prédynastique, et ils montrent juste ces degrés de sophistication et de machinisme et de précision qui époustouflent complètement les gens du monde entier. Ce n'est certainement pas possible d'avoir été fait à la main. Et cela révèle toutes ces possibilités intéressantes sur leur fonction ou comment ils ont été fabriqués. Et nous apprenons des choses parce que nous sommes ouverts d'esprit à, vous savez, enquêter sur ces choses et sur ce que les possibilités pourraient être. Et c'est aussi des choses que j'ai vues en Égypte, où il y a ces carrières où des obélisques ont été laissés derrière. Inachevés, si vous voulez. Ils ont commencé à être sculptés et même, genre des hiéroglyphes étaient en dessus, mais ils sont presque extraits de la terre avec leurs marques de creusement. Et les gens se demandent, comment font-ils? Et il y a même des coupes comme une coupe au laser ou une sorte de scie qui les traversait et s'est arrêtée. Puis genre, oups, a fait une mauvaise coupe, est revenu en arrière. Et vous pouvez voir ça. Comment travailler avec certains des matériaux les plus durs, les plus denses de la planète. Dureté. Oui, tout à fait. C'est incroyablement difficile. Peut-être pas aussi résistant que les diamants, mais presque. C'est vraiment fou. Oui. Donc, c'est l'une des choses intéressantes à propos de beaucoup d'artefacts, en particulier en Égypte, bien que cela s'applique aussi à l'Amérique du Sud, c'est que, oui, ils utilisent certaines des pierres les plus difficiles, les médiums les plus intransigeants, si vous voulez, qui sont disponibles. Je veux dire, sur l'échelle de dureté de Mohs, vos ongles, c'est comme 2,5, et le cuivre, c'est comme 3,5, le fer, c'est 4,5, l'acier, c'est 5, 5,5. Vous avez des pierres qui sont dans la gamme 6789, qui sont utilisées et ne semblent poser aucun problème en termes d'usinage. Les diamants sont à 10, le diamant étant en quelque sorte la matière la plus dure qui existe, bien que je pense que c'est tout. Ils ont peut-être synthétisé quelque chose de plus dur que le diamant de nos jours. Je ne sais pas. Mais oui, il y a toutes sortes de preuves. D'accord? Il y a des preuves d'usinage, comme vous l'avez dit. Il y a des coupes d'arbres de scie, des forages tubulaires. Il y a des preuves de formes de machinage très sophistiquées qui n'a jamais été reproduit par aucune méthode manuelle, ce qu'ils disent avoir fait tout cela. Vous avez les marques de scoop dans les carrières, ce qui est vraiment intéressant. Et j'ai une longue enquête, quelques vidéos qui l'examinent sur ma chaîne. L'explication conventionnelle, c'est, ce sont des pierres de martelage qu'ils ont pris ces boules de diorite ou de dolérite et qu'ils ont simplement martelé le granit. Et c'est ce qui laisse ces marques de creusement. Et il y a toutes sortes de problèmes avec cette théorie, notamment que je pense que c'est comme un dilemme logique que l'on voit partout dans l'histoire orthodoxe de l'Égypte ancienne. Mais c'est comme, bon, d'accord, c'est la méthode la plus primitive. Pourtant, c'est la méthode que l'on voit sur les artefacts les plus sophistiqués et les plus grands. C'est comme, comment pouvez-vous corréler ces deux choses si c'est la méthode la plus primitive d'extraction, littéralement frapper le granit avec une autre pierre? Et bien sûr,
vous progressez avec le temps vers, eh bien, nous faisons l'approche du coin et du ciseau, où nous ciselons des encoches en ligne et nous mettons du bois et l'arrosons, puis enfonçons ces ciseaux, essayant de fendre la pierre, et ensuite vous développez des matériaux plus solides comme l'acier et d'autres ciseaux, où vous pouvez réellement ciseler dans la pierre. Et il y a des preuves de ce genre de travail aussi dans cette carrière. Mais ils utilisent typiquement, ils détachent de petits morceaux de ces artefacts géants comme l'obélisque inachevé qui fait 1200 tonnes. 1200 tonnes est l'estimation de sa masse. Mais ils essaient d'expliquer cela avec la méthode de carrière la plus primitive. C'est absurde. De plus, il y a toutes sortes d'autres incohérences sur la façon dont ces marques de creusement sont formées. Le fait qu'elles descendent tout droit le long des murs, puis en dessous, et remontent sous ces artefacts. Et vous n'auriez pas ces lignes de crête entre les marques de creusement. Je veux dire, si vous avez un changement d'équipe et que le prochain gars arrive après 10 heures de martelage, et qu'il prend la balle et commence à marteler, il va marteler ces crêtes qui sont entre ces marques de creusement. Je veux dire, c'est là que vous allez obtenir le plus de traction et enlever le plus de matière. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons tout en ligne droite, comme s'il y avait un outil qui descendait et faisait cela en ligne droite. Nous voyons des preuves d'articulation. Elle commence droite à certains endroits et elle s'incline. Donc, vous pouvez imaginer utiliser comme un bras de pelleteuse. Tous ceux qui ont utilisé une pelleteuse verront cela. Quand vous coupez droit, c'est droit. Mais en tournant à partir de ce point de référence fixe, l'angle change sur la ligne que vous coupez. Et nous voyons des preuves de ce même genre de choses. Dans ces marques de creusement, que l'angle change, comme si cet outil était fixé à un certain endroit, puis qu'il fonctionnait de là et qu'il était articulé puis déplacé plus tard. Il y a tout ça. C'est très intéressant. Ça continue encore et encore. Il y a une question que je veux te poser parce que je suis allé en Amérique du Sud, je suis allé à Machu Picchu, Tulum, Koba, et tu commences à regarder ces structures et ils ont des échos de l'Égypte ancienne, sans aucun doute. Ce qui soulève aussi une autre question. Comment? Pourquoi y a-t-il tant de pyramides dans le monde alors que ces civilisations n'auraient jamais dû avoir une quelconque communication? Donc, il y a cette grande question, mais il y a certaines de ces structures sud-américaines, je pense, en Machu Picchu, je dirais Chichen Itza et Machu Picchu, où les pierres semblent presque sortir de moule, parce que c'est le cas. Donc, ce n'est pas comme un bloc et un bloc, comme en Égypte. Vous avez des pierres de granit, des pierres de granit, des pierres de granit, et elles ont toutes des formes similaires, sinon presque exactement, les mêmes à peu près. À peu près. Mais là, c'est comme pomme, orange, banane, et elles semblent toutes s'emboîter parfaitement, si parfaitement ensemble, comme des pièces de puzzle où on ne peut même pas glisser une feuille de papier entre elles. Comment diable ont-ils fait ça à l'époque? Mec, c'est une très bonne question et je n'ai pas de réponse parce que je suis aussi perplexe que toi. Donc, avec le travail mégalithique, je pense que c'est un indicateur clé de cette sophistication. Et vous voyez une chose similaire entre l'Égypte et des endroits comme le Pérou, dans la précision du travail. Donc, en Égypte, vous avez beaucoup plus de lignes droites. Et ce travail mégalithique, presque linéaire, comme vous le dites, c'est carré. Beaucoup de choses sont assez carrées et certainement droites dans les assemblages, très précises. Parfois, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez certainement pas y glisser une lame de rasoir. Vous voyez le même type de précision au Pérou et dans ce travail, dans la vallée sacrée et à Machu Picchu, mais il n'y a pas de ligne droite là-bas. Ce sont littéralement ces formes courbes. Et c'est l'une des choses qui me mystifie, c'est comme vous avez ces pierres géantes. Il y a un endroit appelé Sacsayhuaman, juste au-dessus de Cusco, et vous avez certaines de ces pierres qui pèsent 100 et 5200 tonnes chacune, ces formes géantes de calcaire dur. Vous avez des pierres de granit dans les rues de Cusco, qui sont aussi des pierres de plusieurs tonnes, et ils s'assemblent parfaitement, mais ils ont ces joints fluides là où c'est nécessaire. Juste ce style presque Dr. Seuss. Ouais, c'est fou. Et j'ai vu à certains endroits, j'ai même documenté ça plusieurs fois, où à cause de tremblements de terre ou d'autres processus, les pierres se sont séparées, et on peut voir, d'accord, ils ne les ont pas juste rendues belles en surface, comme si elles se touchaient en surface. Cette surface jointe cohérente va en fait sur toute la profondeur de la pierre. Elle va jusqu'à cette profondeur, ce qui est incroyablement difficile à réaliser, faire correspondre ces surfaces d'accouplement comme ça. Donc, beaucoup de gens spéculent, d'accord, eh bien, ces pierres sortent d'un moule. Sont-ils comme une pâte à modeler ou une substance de type caramel qui durcit après avoir été mise en place? Nous n'avons vraiment aucune preuve de cela. Nous n'avons aucun processus qui puisse l'expliquer. L'intuition vous dit que
comme vous le regardez et vous dites « Wow », parce que la seule autre idée, savoir d'une manière ou d'une autre qu'il soulève la pierre, comme s'il la regardait, en enlevait un peu et travaillait dessus. Et puis, ils la remettent en place. D'accord. Et puis, vous faites des allers-retours et vous devez le mettre et le retirer 1000 fois pour que ce soit à peu près correct. Et combien pèsent ces pierres? Certaines de ces pierres pèsent quelques centaines de tonnes. Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Elles sont énormes. Et ce sont certainement des pierres de plusieurs tonnes. Rien de tout cela n'est... C'est vraiment drôle, en fait. Je vais en Égypte et en Amérique du Sud. Ils restaurent beaucoup de ces sites comme Karnak. Et il y a littéralement un morceau de statue de 2 ou 3 tonnes qu'ils ont dû déplacer à. Vous pouvez voir à quel point c'est difficile, combien ils ont dû l'envelopper dans ces câbles énormes et solides, puis le treuil et la machine qu'ils ont utilisés pour le soulever et dire. Cela vous donne une idée que c'est difficile pour nous de le faire aujourd'hui, beaucoup de ce travail, mais cela semblait être beaucoup plus facile pour les gens du passé parce qu'ils l'ont fait, peu importe l'Égypte. Les gens ne réalisent pas vraiment à quel point certaines tâches sont difficiles, car ils ne les ont pas accomplies eux-mêmes ou vu à quel point il est ardu pour nous de déplacer des objets de plusieurs tonnes et de formes étranges. C'est incroyable. Mais oui, regarde, je ne sais pas, les objets d'Amérique du Sud sont vraiment fascinants. Il y a un croisement. Vous avez, dans certains endroits en Égypte, vous avez certaines de ces lignes fluides, et dans certains endroits en Amérique du Sud, vous avez des lignes droites. Oui. Chichén Itzá est assez joli, d'après mes souvenirs. Joli. Tous les blocs ont des côtés similaires. Ils ne sont pas, genre, tous bizarres. Pas fluides. Oui, enfin, je veux dire, le Coricancha au Pérou, le Cusco est cette structure mégalithique géante qui est. Bien sûr, c'est une église catholique aujourd'hui, mais c'est au centre de Cusco et ses origines sont mégalithiques, à 100%. Mais il y a beaucoup de lignes droites là-dedans, en termes de... C'est très similaire à l'Égypte. Mais ensuite, vous allez dans les rues de Cusco. Et ils ont ces bâtiments mégalithiques, et il y a ces lignes fluides, ces murs en granit vert. C'est juste fou, c'est juste magnifique. Cusco est un endroit tellement incroyable. Les gens n'y sont pas allés. Vous devriez y aller, car c'est super unique. Il n'y a littéralement aucun autre endroit dans le monde que je connaisse où ces styles architecturaux sont empilés les uns sur les autres comme ça. Vous avez le mégalithique dont nous ne savons pas l'âge. Je pense que tout est attribué aux Incas dans l'histoire officielle. Je pense que c'est bien plus ancien que ça, parce que vous avez le style mégalithique. Puis vous avez la construction Inca, qui est très grossière et très primitive, avec des petits galets locaux et du mortier de boue et autres. Ensuite, vous avez le colonial espagnol par-dessus. Puis vous avez le moderne. Et vous vous promenez dans les rues du centre de Cusco, et tout est empilé les uns sur les autres partout. Vous. Vraiment. C'est unique. Et c'est incroyable. Avez-vous entendu parler de Coral Castle? Oui, j'ai entendu. Es-tu déjà allé à Coral Je n'ai pas. Castle? Moi, du sud de la Floride, j'y suis allé plusieurs fois. Pour ceux qui ne connaissent pas Coral Castle, cherchez-le dans le sud de la Floride. C'est une construction mégalithique des années 50. Oui, Edward Lee Scarlens. C'est ça, oui, c'était son nom. Oui. Et il bougeait. Des rochers de corail. C'est du calcaire. C'est une forme de calcaire, je crois. Oui. Et c'est partout dans le sud. C'est pourquoi Coral Gables s'appelle Coral Gable, parce que c'était construit sur la fondation de ces roches. Mais il a construit une ville entière, avec une grande table, des bâtiments de 2 étages et une porte de 5 tonnes, parfaitement alignée, qu'on peut bouger avec un doigt. Et il l'a fait tout seul. C'est un type très secret, ouais. Et il a dit, « Comment tu fais ça ?» Il a répondu, « J'ai appris les secrets de la construction des pyramides. » C'est tout ce qu'il dirait. Ouais. Eh bien, j'ai une opinion différente sur Coral C'est vrai, Castle. regarde. Et regarde, c'était une chose que je dirais à ce sujet. Late Scarlin était un savant dans ce domaine, et c'était l'œuvre de sa vie, évidemment sa passion. Et c'est un accomplissement énorme, peu importe comment on le voit. Cependant, il y a des images qui ont émergé, je pense, ces dernières années que j'ai vues, de lui utilisant des poulies et des cadres en A massif, qui n'ont aucun problème à soulever les poids dont nous parlons. Je ne pense pas que ce soit aussi mystérieux que certains le prétendent. C'est tout ce que je dirais à ce sujet. Je ne veux pas minimiser l'exploit. C'est un exploit incroyable. Mais je ne pense pas que ce soit comme les gens montrent des photos de son atelier et pensent
qu'il utilisait une sorte d'énergie magique de Tesla et tout ce genre de choses. Je ne pense pas que ce soit ce qui se passe. Je pense qu'il était très dévoué, très travailleur, très secret et énigmatique dans ses réponses et sa manière de faire les choses. Mais il y a des images où on le voit utiliser des matériaux et des outils modernes pour le faire, mais c'est une vie de travail et il est très compétent et je veux vraiment aller le voir à un moment donné. Je n'en ai pas eu l'occasion. C'est une opinion assez remarquable à ce sujet. C'est remarquable, mais je ne pense pas que ce soit aussi sérieux que certains le prétendent. D'accord. Et je dois être d'accord avec toi là-dessus. Je pense que quand tu es là et que il commence à regarder les choses, et peut-être que ton œil exercé les verrait un peu différemment du mien, mais j'y suis allé probablement une demi-douzaine de fois dans ma vie et j'ai vraiment juste été gros. Je veux dire, tu es fasciné quand tu es là, mais quand tu vois la construction de certaines choses qu'il a pu faire, il y a un château. Il y a comme un château à 2 étages qu'il a sculpté ou fait quelque chose avec. Chaque ouragan qui a frappé la Floride, ça ne va nulle part. Oui, ça ne fait rien. Les caractéristiques de la catégorie 6 restent inchangées. Elles demeurent en place sans nécessiter une réflexion particulière. Eh bien, désolé. C'est pourquoi les gens se demandent pourquoi ils ne l'ont pas fait. Les pyramides ne sont construites qu'en pierre. Si vous voulez que quelque chose dure, utilisez de la pierre. Pierre dure en plus de ça. Une pierre dure qui ne va pas s'user en 5 ans. Oui, c'est l'autre chose, comme beaucoup des choses que nous avons construites aujourd'hui. Je veux dire, si nous quittions la Terre aujourd'hui, si nous, pour une raison quelconque, les humains quittèrent la Terre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a 1000 ans peut-être, avant que tout ne commence à se transformer en poussière. Donne-lui quelques milliers d'années, c'est rien. La nature reprendra ses droits. Il y avait une émission, je ne sais pas si tu l'as déjà vue sur History Channel. Tu sais de quelle émission je parle? L'essai. Et il prenait une nouvelle ville dans chaque épisode et disait, après 500 ans, après 1000 ans, celle qui m'a vraiment marqué, la structure que nous avons construite, que les humains ont construite, qui durera le plus longtemps. Avant de disparaître, c'est le barrage Hoover. Et j'étais justement au barrage Hoover, il y a quelques semaines. Et tu t'assois là en te disant « Oh, waouh, le dernier endroit à perdre de l'électricité sera… » Ce sera Vegas grâce à l'hydroélectricité. Jusqu'à ce qu'ils finissent par se fissurer. Sans entretien, ils finiront par éclater. Mais la machine elle-même, ils ont dit que cela prendrait des centaines, sinon très longtemps, avant qu'elle ne casse vraiment. Ouais. Je veux dire, c'est intéressant, non? J'adore cette théorie. Donc, disons que notre civilisation prend fin et qu'on disparaît, comme tu l'as dit, le métal et les villes, tout ça disparaît. Avec 1000, 2000 ans, pas de problème. Rien ne reste sans un catalyseur et sans un cataclysme. Sans cataclysme. En supposant simplement que nous partions, tous les gens sont partis. Oui, c'est fini. Et puis, oui, il y a le barrage Hoover. Je veux dire, il y a le mont Rushmore. Cela s'éroderait éventuellement, mais les gens pourraient voir ça dans des milliers d'années et se dire, parce que je pense que c'est du granit. Ils le regardent et se disent, oh mon Dieu, ce sont les dieux ou les dieux gravés dans cette montagne. J'adore cette idée. Comme, oui, le barrage Hoover. Et puis, il y aurait des traces d'endroits comme le canal de Panama ou le canal de Suez. Oui, il restera de petites choses. Il y a un énorme projet de construction. J'imagine une dispute dans le futur. Imaginez. Donc, d'accord, nous avançons de milliers d'années, une autre civilisation émerge, et ils ont leurs archéologues qui déterrent les vestiges de notre civilisation. Il y a probablement plein de gens sur ce qui sera l'Internet du futur qui affirment que ces gens étaient avancés. Ils ont construit des barrages, creusé un canal entre les océans, et puis vous avez tous les archéologues traditionnels qui disent « c'est ». Non, c'est juste naturel, c'est tout. Non, les preuves sont là. Bon, regardez, c'est une ligne droite entre ceux-ci. Et puis il regarde le mont Rushmore. Et vraiment, on peut à peine voir les traits, mais il y a quelque chose qui ressemble à un visage humain. Évidemment, ce n'est pas naturel. Non, c'est naturel. Le barrage Hoover est juste comme un espace cérémonial. Moi, c'était, oh, ils ont construit ça, mais c'était juste pour qu'ils puissent vénérer leur dieu et se tenir dessus pour voir les étoiles. C'est pourquoi ils ont fait ça. Ce n'était pas du tout technologique. Ils n'avaient aucune fonction parce qu'ils étaient juste des gens simples et basiques. Simple. Mais ce qui est vraiment fascinant dans cette conversation en ce moment, c'est que si tu commences à regarder à travers le prisme de comment une autre civilisation verrait notre civilisation et débattrait de choses qui pour toi et moi sont juste comme non, c'est évidemment le barrage Hoover, évidemment c'est un téléphone, évidemment parce que nous avons le contexte. Mais tu amènes un natif de l'Amazonie qui n'a jamais vu un homme blanc auparavant et tu le jettes à Vegas, il va se dire « Quoi ?» C'est pratiquement une autre planète. Donc, tout tourne autour de
Si nous regardons, même si nous survivons, comme tu dis, nous avons un cataclysme, mais c'est un cataclysme qui met fin à la civilisation. Nous sommes renvoyés à l'âge de pierre, ce qui est, je pense, ce qui nous est arrivé dans le passé. Graham Hancock nous appelle une espèce amnésique et c'est un terme génial parce que nous avons ces échos du passé qui descendent à travers ces histoires d'origine et ces contes et ces mythes et légendes. Mais disons que nous survivons à cela, mais nous sommes ramenés à un mode de vie de chasseur-cueilleur. En quelques générations, des choses comme les téléviseurs plasma et les téléphones portables deviendront des histoires de feu de camp. Tu pourrais découvrir que les gens ont ce souvenir. Alors, ils trouvent des pierres noires. Peut-être qu'ils se procurent de l'obsidienne. Ils la polissent et la façonnent pour qu'elle ressemble à ça. Ils dansent autour du feu, tentant de l'activer par des cérémonies et des rituels. Je crois que c'est en grande partie ce qui s'est passé dans l'Égypte dynastique. Ils ont hérité de ces pratiques, probablement grâce à une connexion culturelle avec une civilisation précurseur, recevant ainsi des connaissances et des informations qu'ils n'avaient pas la capacité d'utiliser ou le contexte pour comprendre. Tout est donc devenu cérémonial, comme ces sites sont devenus des sites cérémoniels. De la même manière que nous pourrions entrer dans les villes si nous étions des chasseurs-cueilleurs, tous les endroits comme le barrage Hoover et commencer à les vénérer, et puis, à mesure que nous grandissons et que les rois, les seigneurs de guerre et notre peuple émergent, comme je vais écrire mon nom dessus. C'est à moi maintenant. C'est mon site et mon nom est dessus maintenant. Et donc, je l'ai fait. Et des milliers d'années plus tard, c'est comme ça qu'on le verrait et dirait, eh bien, le nom de ce type est dessus. Il doit l'avoir construit. Ça a dû être fait pour lui. Et c'est exactement ce que nous faisons. Parce que nous regardons les ruines et les mégalithes du passé et ses statues et tout ça. S'il y a le nom d'un gars dessus, alors c'est lui qui l'a fait construire. C'est sûr, il l'a fait construire. C'est comme ça que fonctionne l'égyptologie. C'est le nom. Et il y a aussi beaucoup de contradictions, comme certains artefacts ont 3, 4 ou 5 noms différents dessus parce que... Chaque fois qu'un nouveau gars arrivait, il disait « Oh, c'est moi qui l'ai fait ». Oui, Ramsès II est célèbre pour cela. Petrie l'appelait le grand usurpateur. Il effaçait littéralement les noms des gens et gravait son propre nom très profondément. Et on peut y penser avec ces artefacts. J'aime l'idée que ces vases, ces vases de précision qui viennent des temps prédynastiques, beaucoup d'entre eux sont dans des collections privées. Imaginez, il y a un riche collectionneur privé qui se construit un mausolée et qui veut être enterré avec ses vases, de nos jours. Mais ensuite, on le déterre dans le futur, 1000, 4000 ans plus tard, 5000 ans plus tard, et on le trouve avec ces artefacts. On se dit évidemment qu'il les a fait fabriquer. C'est ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on voit les choses. Et on n'a aucune idée s'il les a fait fabriquer ou non. Et dans ce cas, non. Ces objets ont probablement déjà 10 000 ou 5 000 ans lorsqu'ils ont été enterrés avec eux. Je pense que c'est tout à fait le cas. Nous devrions envisager cette possibilité lorsque nous examinons les ossements de certaines de ces civilisations anciennes, comme l'Égypte, qui contiennent toutes ces contradictions. Et tu disais quelque chose à propos des connaissances que les Incas, les Mayas et les Égyptiens, ils avaient reçu des connaissances et ont ensuite essayé de bâtir dessus. Mais juste dans notre courte période, disons 2000 ans, d'accord, disons, dans les 2000 dernières années environ, combien de connaissances ont été perdues en cours de route? Je veux dire, plus on remonte dans le temps, plus ça devient mince. Mais regarde combien d'informations nous avons maintenant. Je veux dire, nous avons beaucoup de connaissances et d'informations sur la façon dont le monde fonctionne selon notre compréhension, jusqu'à présent, du moins, la façon dont le monde fonctionne. Mais des choses comme les textes védiques, des choses comme « Oh Dieu, Alexandrie », et puis ne parlons même pas de ce que nous avons perdu avec les Mayas quand les Espagnols sont arrivés. Brûlés, je veux dire. Terrible. Oui, exactement. Donc il y a tellement de connaissances qui ont été perdues. Mais si tout disparaît, toutes ces connaissances disparaissent. Et si un nouvel humain naissant, un autre humain pour lui enseigner, imagine que c'était toi et moi. Nous sommes les deux derniers gars. Et il y a, genre, un nouveau groupe de personnes qui n'ont jamais entendu parler. Nous sommes les seuls à savoir quoi que ce soit sur quoi que ce soit. Et les gens sont comme. Et nous essayons de leur expliquer Internet. Nous essayons de leur expliquer les connaissances de base à travers des histoires. Nous serions essentiellement des dieux. Tu le serais. C'est en quelque sorte une bonne description de la transmission du savoir avant l'écriture, à travers des récits oraux et des légendes. C'était essentiel pour préserver nos connaissances. C'est ce qui finit par devenir les récits d'origine. Ça finit par être mis dans des livres. Ce sont ces histoires qui sont et c'est une analyse intéressante, comme quand on regarde Vondécha, comme des livres comme Le Moulin d'Hamlet, qui vous montrent qu'il y a ces données astronomiques encodées dans ces légendes, mythes, des traditions nordiques aux traditions inuites
traditions sud-américaines, comme même nos trucs, les religions du Moyen-Orient. Il y a toutes ces données qui sont similaires entre elles, mais elles sont liées dans ces histoires et ces mythes et légendes. La même chose, je pense, avec les souvenirs d'événements. Vous ne dites pas simplement aux gens, voici les données, comme, oh, cette année-là, il s'est passé ça, le ciel est tombé ou les planètes se déplacent comme ça. Ces données sont enveloppées dans ces histoires intéressantes et des personnages sont créés et des histoires, et c'est déifié, et il y a toute cette information pour rendre ça divertissant et mémorable. Et puis ça se transmet de génération en génération à travers le temps. C'est comme ça que ce savoir est en quelque sorte préservé. Donc quand on regarde les histoires d'origine et certains des mythes et légendes du passé, il faut comprendre, d'accord, il faut trier l'embellissement de tout ça et essayer d'atteindre le cœur de l'histoire. Quelle est la graine ou la vérité ou la partie de cela qui est probablement vraie au fond? Et il y en a beaucoup comme ça. Plus qu'on ne le pense. Je crois que la science a un peu exagéré avec l'âge de la raison, non? Parce que si on remonte avant l'âge de la raison et l'essor de la science, littéralement l'explication de notre passé, de notre histoire et de notre place sur la planète était biblique. C'était les religions. C'est cette histoire de 6000 ans. Ce sont les grandes inondations. C'est cette histoire cataclysmique. Et prenons juste le christianisme à titre d'exemple pour cela. Et puis la science arrive et dit, d'accord, non, en fait, nous voulons nous éloigner de la catastrophisme et de la nature cataclysmique des histoires religieuses et des choses comme ça. Et ils ont un peu surcorrigé et ont tout rejeté de ce qui est inclus dans ces origines et religions. Et la vérité se trouve quelque part au milieu. Maintenant, je pense que nous commençons à revenir dans l'autre sens, où c'est comme, d'accord, l'érosion et le gradualisme, et pouvons-nous expliquer les choses à travers, et le monde tel qu'il est, à travers ces processus doux que nous voyons agir sur le terrain aujourd'hui. En termes de géologie, oui, beaucoup de choses peuvent être expliquées, mais il y a aussi d'autres éléments qui nous montrent la vérité de certains cataclysmes peut-être contenus dans ces histoires d'origine et religion. Et nous revenons un peu en arrière, mais il y a eu une énorme surcorrection pendant longtemps, où nous avons simplement rejeté cette histoire qui était contenue dans ces récits d'origine. Alors qu'en réalité, il y a des grains de vérité là-dedans que si nous y prêtons attention, nous pouvons trouver. Oui, je veux dire, sans aucun doute, des quantités infinies de connaissances ont été perdues. Les gens connaissent l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, mais il y a littéralement eu des dizaines et des dizaines d'événements comme celui-là où d'autres réservoirs de savoir sont partis en fumée. C'était juste un. Et bien sûr, les archives du Vatican. D'accord. Maintenant, qui a quelques trucs? Les connaissances cachées, c'est autre chose. Oui, à 100%. Quoi? Je ne pourrais pas entrer là-dedans et tout lire. Eh bien, tu veux dire, c'est probablement tout en latin, mais beaucoup sont probablement dans d'autres langues et en araméen et autres. Mais ce serait intéressant de savoir ce qu'il y a là-dedans, c'est sûr. Eh bien, je veux dire, regarde, quand je suis allé au musée du Vatican et que tu te promènes, tu te demandes combien ils ont volé. Je veux dire, ils ont volé tellement de choses, c'est obscène la quantité d'objets qu'il y a dans le musée du Vatican. C'est l'un des plus grands musées que j'ai jamais visité, en termes de l'ampleur de la collection. Mais en me promenant, je me dis, c'est littéralement 2000 ans de viols et de pillages, de tous ces artefacts, connaissances, livres et histoires nous ne pouvons pas, cela ne peut pas sortir. Disons-le ainsi, c'est très Indiana Jones. Ah, bien sûr. Non, je pense qu'il y a beaucoup de vérité. C'est si vous obtenez l'approbation. C'est une chose étrange à propos des archives du Vatican dont j'ai entendu parler. En supposant que vous soyez approuvé pour être sur la liste et demander l'accès, vous devez être précis sur ce que vous voulez. Vous devez presque avoir une idée de ce qui s'y trouve avant d'y accéder. Je ne sais pas. Eh bien, c'est ça. Oui, vous devez avoir une idée d'un document historique qui pourrait s'y trouver et ensuite obtenir l'approbation pour dire « Oh, ça m'intéresse si vous l'avez, ce genre de choses. » Mais personne n'est jamais approuvé pour juste. Je veux juste voir ce qu'il y a là-dedans. Non, ça n'arrivera pas. Ouais, je ne sais pas, mec. Il y a certainement, je pense, un argument à faire valoir pour beaucoup de connaissances cachées et des trucs qui sont entre des mains très sélectes, et ça nous vient du passé lointain et obscur. Je veux dire, quelques bribes sortent ici et là qui m'intéressent vraiment. Je suis toujours fasciné par les cartes anciennes. Je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de données encodées dans les cartes anciennes, qui sont généralement des cartes anciennes que nous avons dessinées à partir de cartes sources encore plus anciennes qui sont toutes perdues. Mais elles montrent une sophistication massive dans le fait que nous savions où se trouvaient l'Antarctique et l'Australie bien avant qu'elles ne soient supposément découvertes à notre époque. Ils étaient capables de faire des choses comme cartographier la longitude,
très précisément ce que nous n'avons pas pu faire avant. Le tournant du 19e siècle, le deuxième voyage de découverte de James Cook. Pourtant, nous avons la longitude, il faut des horloges sophistiquées pour mesurer la longitude, et naviguer avec la longitude, ce que nous n'avons pu faire qu'aux alentours de 1800. Mais si vous remontez des milliers d'années avant cela, il y a des preuves qu'ils étaient très capables de mesurer la longitude avec précision. Vous avez la côte de l'Antarctique. Ce qui se trouve sous la glace aujourd'hui est très précisément représenté sur certaines de ces cartes. Des choses comme ça. C'est fou. Des ensembles de données très intéressants peuvent être trouvés avec l'analyse des cartes anciennes. Quand pensez-vous que l'Antarctique n'était pas sous la glace? Ça dépend de quelle partie tu parles. Pas. Ce n'est pas un domaine dans lequel je suis particulièrement compétent, c'est sûr. Nous avons des archives glaciaires où nous pouvons forer jusqu'au substratum rocheux pour remonter, disons, 300 000 ans. Je pense aux archives des carottes de glace de mémoire. Je pourrais me tromper, mais je pense que certaines des échantillons de carottes de glace remontent à environ 400 000 ans. Donc, nous savons qu'il y a de la glace qui se dépose depuis au moins aussi longtemps. Dans certains domaines, mais pas du tout. Dans certaines régions, oui, mais pas partout. Je veux dire, c'est ce que vous voyez sur certaines de ces cartes. John Hapgood était celui qui a révélé que la carte de Piri Reis représente avec précision la côte de la terre de la Reine Maude en Antarctique. Mais pas seulement ça, elle montre des rivières et des montagnes et un territoire comme celui-ci. Et cela a été confirmé par une escadrille de reconnaissance de l'armée de l'air. Et ces érudits qui passent leur vie à examiner et analyser des cartes, ils ont fait la comparaison. Leur seule conclusion était que, oui, c'est bien la côte de l'Antarctique, mais cela montre ce qui se trouve sous la glace. Et cela a été confirmé par des relevés sonars, car aujourd'hui, il y a de la glace dessus. Ils utilisent ces techniques de sonar et, je suppose, de radar ou autres pour réellement observer le terrain. Et ils disent, oui, cela correspond effectivement à ce qui est sur cette carte et les Piri Reis. Des cartes faites par l'amiral Piri Reis, je pense, dans les années 1500. Mais il dit en fait et écrit dessus que non, la plupart d'entre elles, il les a construites à partir de cartes sources plus anciennes qui ont toutes disparu maintenant. Nous ne savons pas quel âge elles ont, d'où elles viennent. Elles sont probablement des copies de choses plus anciennes aussi. Mais oui. Donc, je ne sais pas, ces 400 000 ans ne me semblent pas impossibles parce que l'une des autres choses qui se sont passées ces 20 dernières années, c'est que nous savons que la race humaine est de plus en plus ancienne. Je veux dire, si on remonte, évidemment, la version biblique dit que nous avons 6 000 ans, bien sûr. Et puis pendant longtemps, on pensait que c'était autour de 50 000 ans. Et puis, nous avons trouvé des. Après l'avènement de la datation au carbone 14, je pense qu'on a trouvé des restes en Éthiopie qui nous situent autour de 190 000 ans. C'était la plus ancienne chose dans les archives fossiles. Puis, il n'y a pas si longtemps, ils ont trouvé des restes au Maroc qui nous ramènent à environ 300 000 ans. C'était la mâchoire la plus ancienne. C'était la chose la plus ancienne dans les archives fossiles. Ça l'est toujours, je pense, la chose la plus ancienne dans les archives fossiles. Mais maintenant, nous avons des preuves ADN et des études statistiques sur des choses comme la morphologie des dents. Et nous pouvons examiner quand nous nous sommes séparés d'un ancêtre commun, comme les Néandertaliens et nous étant des cousins, nous nous sommes séparés d'un ancêtre commun et nous pouvons examiner en quelque sorte notre passé génétique et l'ADN, et à la fois les études de morphologie dentaire. Et les études ADN nous situent dans la fourchette de 8 à 900 000 ans. Donc, je pense qu'on peut fixer un chiffre rond et une limite supérieure d'environ 1 million d'années pour notre espèce. Donc, tout d'un coup, l'Antarctique sans glace il y a 400 000 ans n'est pas hors du domaine du possible pour les humains. Non seulement les humains, mais nous sommes les derniers humains restants. Comme il y avait d'autres Néandertaliens, Denisoviens, toutes ces autres versions d'Homo sapiens en gros, dont nous ne savons pas grand-chose. Les Néandertaliens avaient un cerveau plus grand que le nôtre. Qui sait à quel point ils auraient pu se civiliser avec le temps et l'endroit et l'énergie et assez de nourriture dans un climat agréable. On pensait qu'ils ne pouvaient pas parler. Et bien sûr, la parole est vitale pour la civilisation et pour développer des concepts abstraits et la communication. Je pense que la nomenclature a changé à ce sujet. Maintenant, nous pensons qu'ils pouvaient parler. Alors peut-être qu'ils avaient un langage, peut-être qu'ils communiquaient. Nous ne savons tout simplement pas. Je pense que ce sont toutes des possibilités. Certaines de ces espèces datent de millions d'années. Pensez-vous que nos civilisations ont été construites et anéanties, construites et anéanties, construites et anéanties et recommencées à zéro? Ce genre de cycle existe depuis bien plus longtemps que ce que nous pouvons
même concevoir. Peut-être même 100 ou 200 ou peut-être même plus longtemps. Je ne dis pas qu'il y a 500 000 ans, nous étions des civilisations avancées, et, comme nous en avons discuté, peut-être que nous l'étions, et toutes les informations ont été perdues, car il n'y a aucun moyen que ces choses aient pu durer aussi longtemps. C'est un exercice intellectuel fascinant dans votre tête, mais il me semble qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas avec certitude. J'essaie de dire ça. Je veux dire, je ne spécule pas beaucoup et j'aime dire que je ne sais pas quand je ne sais pas. Et je pense que c'est ce qui manque beaucoup. Disons simplement que la version grand public de l'histoire, et je pense dans une certaine mesure, c'est un produit de la montée des auteurs alternatifs et des théories qui viennent de gars comme Graham Hancock et John Anthony West, ces gars-là. Je pense que la réponse et la popularité de cela ont conduit à une réponse beaucoup plus autoritaire de la part des universitaires, qui se voient comme les propriétaires du domaine, comme s'ils pensaient, eh bien, je suis le gardien de l'histoire. Je vous dis ce qu'est l'histoire et ce qu'est l'histoire de la civilisation. Parce qu'à à l'époque victorienne, quand cette discussion était contenue dans ces salles académiques de était, et vous pouvez le lire quand vous lisez les œuvres de ces gens, et je l'ai fait, et ils savaient quand il y avait quelque chose qu'ils ne savaient pas, ils étaient ouverts à ce sujet, comme, eh bien, nous ne savons pas. Comme Flinders Petrie, il ne pouvait pas expliquer certaines des choses qu'il trouvait d'un point de vue ingénierie. Il disait, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je pense que parce qu'il y a une popularité de ces et la montée de je suppose, le domaine de l'histoire alternative, vous avez une réponse beaucoup plus autoritaire de la part des universitaires et ils sont beaucoup plus susceptibles de dire non, nous connaissons la réponse. Ils ne vont pas dire je ne sais pas quand. Je pense que la réalité est qu'ils ne savent pas. Et je pense que ce serait mieux si nous trouvions tous un terrain d'entente de nous ne savons pas. Investiguons cela avec un esprit ouvert en termes de cycle de civilisation. Et c'est un point intéressant parce que je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est un domaine très important et une discussion très importante et une investigation. Oui, je dirais que je pense que nous avons traversé au moins un cycle. Je pense qu'il y a au moins des preuves pour au moins un. Et il pourrait y en avoir plus. Nous aurions pu traverser un cycle de civilisation jusqu'à la catastrophe et revenir encore plus d'une fois. Mais c'est sûr, je pense qu'il y a des preuves pour au moins une fois, une bonne, où c'est comme, d'accord, nous étions assez avancés. Nous sommes retombés à l'âge de pierre, essentiellement des modes de vie de chasseurs-cueilleurs. Et maintenant, ce que nous appelons l'histoire moderne, notre propre histoire, les 6000 dernières années, c'est notre ascension. Depuis cet événement. Maintenant, cela pourrait avoir été précipité par 10 ou 15 ou 20 ou peu importe combien, des dizaines de milliers d'années de simple mode de survie pour l'humanité où c'est très primitif. Je ne sais pas quand cette chute a eu lieu. Cela pourrait avoir été le Dryas récent, mais cela pourrait aussi avoir été des événements qui l'ont précédé. Et nous savons qu'il y a eu des événements précédant cela. L'érode du Belling. Il y a toutes sortes de bouleversements climatiques si vous remontez plus loin dans le temps. Mais c'est une discussion importante parce que je pense que si plus de gens comprenaient que c'était le cycle, que notre civilisation, aussi avancée soit-elle, n'est pas la seule façon de faire. Je pense que beaucoup de gens, à un certain niveau, on vous apprend à l'école. C'est ça. La civilisation. Voilà ce que signifie être un humain moderne. Comme nous sommes passés de l'âge de pierre à la navette spatiale en 6000 ans. Ce chemin presque linéaire. Je veux dire, ce n'est évidemment pas linéaire, mais nous sommes passés de l'âge de pierre à la navette spatiale en 6000 ans. C'est ce que signifie être une civilisation avancée. C'est la seule façon dont la civilisation est faite, c'est la façon dont nous l'avons faite. Et vous pouvez simplement oublier qu'il existe d'autres alternatives ou d'autres possibilités. Et donc, nous continuons simplement notre vie quotidienne. Et c'est juste un principe fondamental de ce que signifie être un humain moderne. Maintenant, je pense, si vous enseignez un message différent, dans les écoles, si nous comprenions que non, en fait, plutôt que ce chemin linéaire, nous sommes sur ce cycle entre civilisation et cataclysme. Et il existe d'autres façons de faire civilisation, d'autres technologies, d'autres modes de vie. Il y a d'autres possibilités. Et sur une échelle de temps suffisamment longue, nous revenons à cette partie cataclysmique et il y a un risque certain que cela se termine. Je pense que cela pourrait aider à changer nos priorités en tant qu'espèce parce que les gens ne pensent pas à ce genre de futur à long terme. C'est juste comme les prochains. Résultats trimestriels. Et le prochain cycle politique ou électoral ou autre,
Nous ne pensons pas à long terme. J'aimerais penser que si vous pouviez avoir ce changement dans l'ère du temps sur ce que signifie être un humain moderne et notre place dans ce cycle, cela pourrait nous aider à long terme à changer nos priorités et à dépenser un peu moins d'argent pour les chars et un peu plus pour l'exploration spatiale et la résolution de certains des problèmes à long terme auxquels nous sommes confrontés en tant qu'espèce. Et je pense en fait qu'il y a un précédent pour cela aussi, pour ce type de changement radical dans la conscience et un nouveau sujet et une nouvelle prise de conscience changeant notre comportement. Et non, l'exemple que j'aimerais utiliser est le changement climatique, que vous soyez d'accord ou non. Je veux dire, il est indéniable que c'est politisé et que c'est un sujet controversé pour beaucoup de gens. Mais mon point est que ces 20 ou 30 dernières années, ce mot, ce que le mot changement climatique signifie, a évolué et changé. Et il est indéniable que cela change notre comportement, cela change nos décisions d'investissement, cela change nos interactions les uns avec les autres, cela change notre interaction avec la planète, cela change notre comportement. Et tout cela parce que il y a eu ce changement de conscience qui s'est produit dans l'esprit de l'humanité. Une nouvelle idée est apparue et a modifié notre comportement de manière fondamentale, tout comme Internet l'a fait. Je suis convaincu que si nous comprenons et enseignons notre passé à un niveau fondamental en reconnaissant ce cycle, cela pourrait avoir un effet similaire sur notre comportement. Cela pourrait nous aider à évoluer de manière positive et à mieux appréhender notre avenir. Et je pense que c'est pourquoi je crois que toute cette discussion est importante et découvrir la vérité sur notre histoire. Ce n'est pas juste un exercice académique. C'est en fait crucial pour notre avenir. Quel est votre avis sur l'impact de ce genre de conversation, sur notre compréhension de notre côté spirituel, notre compréhension spirituelle du grand schéma, de pourquoi nous sommes ici, où nous avons été, où nous allons? Quel est le but de ce gigantesque jeu vidéo auquel nous jouons tous? Vous et moi sommes Mario et Luigi, essayant simplement de sauver une princesse de Donkey Kong, en gros. Vous savez, toutes ces conversations sont fascinantes et intellectuellement intrigantes. Cependant, d'un point de vue spirituel, quelles sont les contributions de ces échanges et en quoi influencent-ils notre spiritualité? Je pense que cela nous aide à nous y connecter, je suppose. Je pense que c'est une grande partie de cela, en ce sens, qu'il y a sans aucun doute eu une déconnexion de l'esprit et de la spiritualité dans notre civilisation moderne. Nous nous sommes éloignés de plus en plus de ce genre de choses, bien qu'il semble y avoir une renaissance de ces concepts. Et le chamanisme moderne, si vous voulez. Et je pense que cette exposition à cette discussion, et certainement plus vous vous y plongez, je pense que plus ces éléments en ressortent. Comme il y a une énorme connexion spirituelle que vous trouvez dans ces cultures anciennes et dans leur civilisation, leur façon de fonctionner. Nous sommes un peu différents dans notre civilisation, en ce sens que nous semblons nous éloigner délibérément de cela et ne valoriser que ce type de conscience alerte, axée sur la résolution de problèmes. Et il y a d'autres avantages qui viennent d'autres états de conscience, que presque toutes les autres cultures et civilisations semblent avoir reconnus et ont consacré des efforts à développer et à explorer. Nous sommes un peu différents. Je pense aussi que personnellement parlant, je pense que ces types de recherches et ce chemin vers essayer de trouver la réponse. Je pense que cela fait aussi partie d'un voyage spirituel, comme être sur le chemin en quelque sorte, comme trouver un sens dans votre vie et trouver un sens dans vos quêtes et dans vos intérêts. Je pense que pour beaucoup de gens, ce type de discussion et ces sujets aident à remplir ce rôle, parce que je crois que nous sommes aussi des êtres spirituels. Nous ne sommes pas seulement de la chair et des os, et nous devons trouver un but. Les êtres humains ont besoin de faire quelque chose. Ils doivent trouver un but. Si vous n'avez pas de but, vous n'êtes généralement pas très heureux. Ce n'est pas une situation idéale, et il est difficile de trouver un but dans une partie du monde moderne. Cela peut être un vrai défi pour beaucoup de gens, et je pense que beaucoup des distractions, et ceci est mon avis personnel, je pense que les distractions et les divertissements et les choses qui vous sont lancées pour juste combler ce vide dans le monde moderne, la culture des célébrités et le consumérisme et des choses comme ça, ne vous donnent pas vraiment de but. Et je pense que beaucoup du but qu'on nous inculque quand on passe par le système éducatif qui nous prépare à être un rouage dans une machine et nous enseigne le consumérisme et à obtenir la prochaine chose et à gagner plus d'argent et à simplement gravir les échelons de l'entreprise et être un bon travailleur. Toutes ces sortes de choses, finalement, ne remplissent pas vraiment cette case en ce qui concerne le but et peuvent en fait être un peu destructrices.
Je veux dire, mais il y a évidemment beaucoup d'éléments destructeurs dans notre société. Aussi agréable que ce soit, du moins en Occident et dans les pays développés d'avoir. Je crois vraiment que c'est la meilleure époque pour vivre. Pourtant, je maintiens cette opinion. Je ne suis pas assez naïf pour penser que l'eau chaude, la plomberie et Internet ne sont pas de bonnes choses. Cela rend la vie pratique, mais c'est souvent antithétique à la recherche de sens et à l'accomplissement de quelque chose. Je pense que cela fait partie de ce voyage spirituel. Et pour moi au moins, et je pense pour beaucoup de gens, ces conversations et ce sujet aident à combler cela. Parce que je crois vraiment qu'il y a quelque chose à être sur le chemin et à essayer de trouver ces réponses, que nous y parvenions ou non. Ce n'est pas la partie importante. C'est d'être sur ce chemin et d'essayer de chercher cette connaissance et de la comprendre. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Je les pose à tous mes invités, car je ne peux pas parler avec vous pendant encore 4 ou 5 heures. Et vous reviendrez certainement dans l'émission parce que nous n'avons même pas abordé l'Inde ancienne, ou le Japon, ou la Chine, ou tous ces autres sites dont j'aimerais vous parler. Callosité, grotte, allez voir. Ils sont fous. Il y a tellement de choses. Barabar aussi. Il y en a des tonnes et des tonnes. Nous vous accueillerons sans hésiter. Mais ce sont des questions que je pose à tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie épanouie? Définition d'une vie épanouie? Eh bien, nous venons d'en parler. Je pense que c'est trouver un but. Je pense que trouver un but, c'est le plus que l'on puisse espérer. Et cela va au-delà de ce que nous savons tous. Écoutez, il faut cocher les cases de base comme la nourriture, le logement, les besoins physiologiques de ce que signifie être humain. Mais au-delà de ça, en tant qu'animaux pensants complexes, ce que nous trouvons, c'est que trouver un but, je pense, c'est à peu près tout ce que vous pouvez demander en termes d'accomplissement et de trouver la vie. Et pour moi, c'est ainsi que je le vois. Si tu pouvais remonter le temps et parler au petit Ben, quel conseil lui donnerais-tu? Genre, courage, ça ira. Ça dépend de quel âge on parle. Mais alors, Ben a 5 ans. Il y a 5 ans. Ben a 5 ans. Oh mec, je m'en souviens à peine, ce type-là. Ouais, ne prends pas les choses de trop au sérieux. Ce serait probablement un bon conseil. Ce serait à peu près tout. Comment définissez-vous Dieu ou la source? L'univers, la nature, je pense, c'est à peu près tout. Écoute, c'est difficile de penser que tout est un gigantesque accident cosmique. Je dirais ça, non? Oui, peu importe que tu y croises ou non, cela ne change rien. La source est une chose. Ouais, je pense que c'est l'univers, comme nous en sommes des expressions, de bien des façons. Et quel est donc le but ultime de la vie? Vous posez des questions faciles. Le but ultime de la vie, c'est de la vivre. Je dirais que c'est pour ça. Pour être apprécié et vécu. C'est un cadeau. Je crois sincèrement que naître dans un corps humain est d'avoir le privilège et l'expérience de la vie. Cela peut être misérable pour beaucoup de gens et court et désagréable. Mais si ce n'est pas votre expérience, c'est un vrai privilège. Et il faut le vivre et ne pas le gâcher. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et le travail incroyable que vous faites? Merci. Oui, unchartedx.com est l'endroit principal où je publie. Toutes mes vidéos y sont, évidemment, sur YouTube. C'est youtube.com/c/unchartedx. Je diffuse aussi en direct sur Twitch quelques fois par semaine et vous pouvez trouver tous ces détails, généralement sous mes vidéos ainsi que sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram et des choses comme ça. Avez-vous un dernier message pour le public, monsieur? Gardez l'esprit ouvert. Creusez dans ces sujets, gardez l'esprit ouvert et, oui, l'essentiel est de garder l'esprit ouvert à ce sujet comme j'essaie de le faire et de ne pas être figé dans vos idées. Les opinions changent avec les données. De nouvelles données peuvent toujours changer ce que nous savons. La prochaine pelletée de terre des archéologues pourrait complètement changer notre perspective sur l'histoire. Nous ne savons pas. Je vais donc garder l'esprit ouvert. Reste curieux, comme on dit. Reste curieux, en effet. Ça a été un plaisir de te parler, mec. J'attends avec impatience notre prochaine conversation, frère. Merci de mener le bon combat. Merci, Alex. C'était bien de te parler, mec. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.